C'était mercredi soir à Magdebourg. Ce quatrième but allemand inscrit par Stenbar sur passe de Hoffmann compromettait les chances des Lensois pour une qualification au quart de finale de la Coupe UEFA. C'était mercredi soir à Fouriani. Ce deuxième but obtenu par Johnny Rep avec la complicité de Félix redonnait espoir au Bastiais et concrétisait une 5e victoire consécutive dans cette Coupe UEFA, ce qui représente déjà un exploit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure du rendez-vous est un peu inhabituelle, mais qui s'en plaindrait? Il est nettement plus tôt que les précédents. Que verrons-nous ce soir dans ce 10e numéro de Téléfoot 1? Tout d'abord, un panorama des 8e de finale de la Coupe de l'UEFA qui ont lieu mercredi soir, bien entendu, en donnant la part belle au club français, et puis nous verrons tous les autres buts étrangers. Nous verrons aussi de larges extraits des matchs allés de la finale de la Supercoupe ou de la Superfinale, comme vous préférez, qui a opposé Hambourg, le champion d'Europe de l'an dernier, le champion de la Coupe des Coupes, pardon, à Liverpool, qui lui était champion d'Europe. Et puis nous découvrirons aussi une petite ville provençale à travers son club de football, pourquoi pas, il s'agit en réalité de Martigues. Mercredi soir, nous étions un peu inquiets. Nous n'avons pas tout à fait perdu nos complexes dans le football français. Lens se rendait à Magdebourg, en Allemagne de l'Est. Le déplacement était périlleux. Hambourg est un club européen coté. Mais on avait en mémoire ces 6 buts merveilleux réussis par les Lensois contre le Lazio. Alors ceci corrigeait cela. Mais malheureusement, les Allemands sont restés fidèles à la réputation qu'on leur a fait, surtout leurs avants de pointe, et Lens a trébuché. Nous revoyons des extraits avec Pierre Torré. Trois semaines après l'exécution d'un étourdissant concerto en sol mineur, les Lensois s'attaquaient donc au concerto magdebourgeois. Attaque prudente et qui devait être troublée par une première fausse note 4 minutes seulement après le début sur ce coup franc que va tirer Pommerenke, le libéro allemand, à 25 mètres du but français. Un homme va jaillir, c'est l'arrière Zapf. Tête, but 1-0 pour Magdebourg. Le ton est donné, c'est une démonstration athlétique. Pourtant, à partir de cet instant, on croira longtemps aux possibilités lensoises de limiter à ce but, ce qui pourrait être porté plus tard au compte de l'effet de la surprise. Les nordistes s'organisaient, se déployaient sur le terrain, faisaient courir la balle et se créaient dès lors le plus grand nombre d'occasions. Ainsi, à la 28e minute, sur ce corner tiré par Marx, Heine, le gardien, était battu, mais Decker, un arrière, le suppléait sur sa ligne et dégageait in extremis. Avertissement sans frais dont les Allemands vont alors tenir compte. Voyez sur ce long dégagement de Heine avec quelle rapidité la balle arrive dans la surface lensoise au pied de Pommerenke, et c'est là que se produit un accrochage contesté avec Daniel Leclerc, dont le visage reflète sous sa blonde auréole la surprise et la détresse car l'arbitre indique le point de pénalty. Pommerenke va se faire justice lui-même. 2-0 pour Magdebourg, 34e minute de jeu, peut-être le tournant de la rencontre. Car les Allemands, conscients qu'ils pouvaient alors tirer parti du désarroi adverse, accentuaient leur pression et manquaient de fort peu aggraver le score sur ce corner de Sparwasser, détourné d'extrême justesse par Lotte à la 37e minute. L'affaire pourtant en restait là jusqu'à la pause. Répondant à l'appel de leurs supporters qui s'obstinaient à sonner la charge, les Lensois sortaient du vestiaire pour monter littéralement à l'assaut du camp allemand. Et vous allez voir sur ce coup franc obtenu par le jeune Djebaili 7 minutes après la reprise qu'il s'en sera fallu de bien peu pour que Didier Six, d'un tir parfait en puissance et en précision, ne trouve enfin le défaut d'une défense pourtant apparemment sans faille. Lens attaquait encore, Lens attaquait toujours, on reprenait espoir quand, pour la deuxième fois, le sort frappait à découvert. Magdebourg, sur contre-attaque, venait ici d'obtenir 2 corners consécutifs. Le deuxième vient d'être joué sur la droite par Sparwasser. Un tir soudain de Streich sur le poteau, reprise de Hoffmann, Magdebourg 3, Lens 0. 56e minute de jeu.
Bien sûr, il n'était plus question dès lors d'attendre quelque miracle que ce fût, et cette fois les Lensois, qui jusqu'alors avaient fait front avec un magnifique courage à l'adversaire et à l'adversité, les Lensois perdaient pied. Hoffmann à la 65e minute partait seul et remontait en force tout le terrain, centrait à la perfection sur Steinbach, qui profitait d'un instant d'hésitation de Leclerc et marquait le 4e but. Un but exemplaire d'une exécution sans défaut, l'illustration d'une supériorité incontestable. Et pourtant, passé les 10 minutes d'un découragement bien compréhensible, les Lensois repartaient de plus belle à l'attaque. Ils allaient à nouveau dominer jusqu'à la fin, mais sans parvenir, hélas, à obtenir la récompense de leurs efforts. Voici Marx qui remonte sur les lisières du camp allemand et qui va centrer. Reprise de Six embusqué à hauteur du deuxième poteau, renvoi du gardien, reprise, renvoi et sortie. On avait compris là que rien n'y ferait, mais on partait et repartait encore de l'avant, Lens se répandait en tous sens, bref, on se disait une fois encore qu'un but, un seul but après tout. À tel point qu'à force d'aller de l'avant, on se découvrait tout de l'arrière et que la défense, à l'image de Lot qui va mettre délibérément en corner, se retrouvait tout à coup saisie d'être à nouveau alertée quand l'attaque à l'autre bout fumait encore. Les occasions ne manqueront pas jusqu'à la fin où l'on croira concrétiser, le temps d'avoir fermé les yeux, le fol espoir d'un but, ce seul but qui peut-être eût fait le bonheur des Lensois mercredi soir. Voici l'une des toutes dernières, un coup franc obtenu par Six et que va tirer sèchement Bouzdira. Et voici bien cette fois la dernière occasion, il reste 3 minutes à jouer, Lens n'a toujours pas abdiqué sa folle espérance, Marx comme un loup affamé sur sa lisière monte et remonte le camp allemand. Coup franc, pratiquement du corner. Tête de Joly. Il y aura encore dans les 2 dernières minutes de la rencontre un corner de Marx, un tir de Six et jusqu'au bout la volonté touchante et presque pathétique des Lensois de marquer une fois, une seule fois. Une volonté qui déjà portait en elle la promesse que les Lensois tenteraient chez eux l'impossible, quand bien même cela dépasserait vraiment aujourd'hui l'entendement, refaire 4 buts. Voilà, des images qui nous attristent un peu, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est du sport. Arnold Sovansky, l'entraîneur des Lensois, a déclaré « Nous avons une chance sur 100 ». Effectivement, on ne peut pas avoir beaucoup d'espoir pour ce match au retour, mais par contre, ce que l'on peut espérer, c'est une bonne prestation des Lensois, même pour l'honneur. Entre le Stadio Comunale de Turin et le Stade Furiani de Bastia, il y a à peu près la similitude qu'il y a entre un palais et une masure. Alors imaginez donc la surprise des joueurs turinois pénétrant sur ce petit stade de Furiani. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Ils devaient découvrir aussi l'équipe de Bastia. En réalité, on avait présenté longuement le meneur de jeu italien, Claudio Sala, et l'autre vedette de cette équipe européenne par excellence. Et puis on a découvert surtout en réalité le meneur de jeu de Bastia, en l'occurrence Claude Papy. Entre ces deux équipes, il fallait à tout prix se décider vite. Bastia en sombre et les Turinois en blanc. Danova commet une faute sur Félix. L'arbitre, M. Eldinger, accorde le coup franc.
On demande au mur turinois de se reculer. Papy, lui, pendant ce temps-là, prend ses marques. Tir brossé pratiquement dans la lucarne et un arrêt magnifique du gardien italien Castellini. Nous le revoyons, ce but, il en vaut la peine. Cette balle brossée qui se dirigeait déjà dans le but, mais la souplesse et la sûreté du gardien italien. 22e minute de jeu, Claudio Sala prépare une balle pour Pulici. Il trouve son partenaire, celui-ci contrôle, reprend de volée, Veller est battu. Le Torino mène à la marque 1-0, mésaventure qui est déjà arrivée à 2 reprises au club de Bastia dans les tours précédents. Claudio Sala, Pulici et sa technique. Bastia aurait pu dès lors baisser les bras, mais instruit par ses expériences précédentes, les Bastiais jouaient toujours au même rythme, convaincus qu'ils étaient de pouvoir remonter ce handicap. 36e minute de jeu, Papy, Larios, Papy accroché, bousculé, Papy toujours, et cette fois-ci le gardien italien est battu. Les Bastiais ont effectivement remonté le handicap. Sous un autre angle, il y avait nettement coup franc sur Papy. L'excellent arbitre, M. Aldinger, a laissé jouer. Il a eu raison, tout au moins aux yeux des Bastiais. Un partout, c'était le score à la mi-temps. Et instruit par ce qui s'était passé contre Lisbonne ou contre Newcastle, le public de Bastia, lui, espérait toujours. Devant 2 hommes, Pulici et Graziani, affolaient souvent la défense bastiaise qui arrivait au point de rupture mais qui tenait bon. Quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps, Larios de 30 mètres, un tir tendu. Cette fois-ci, Castellini a relâché. C'était une bonne occasion pour les Bastiais. Larios, Castellini qui ne peut contrôler. Et comme l'on jouait sans complexe aucun, on tentait tout ce qu'il était possible de tenter. Orlanducci et Papy en retournaient. Castellini n'était pas trompé, mais à quelques centimètres près, cette balle aurait pu le lober et terminer au fond des filets. Un coup franc, c'est Larios qui va le tirer. Le mur italien se forme. On perce le mur au ras du poteau. Bon réflexe de Castellini. Les actions sont plus nombreuses du côté de Bastia. Les occasions se succèdent. Mais il est difficile de tromper cette défense italienne, bien regroupée et qui pratique un marquage individuel très strict. « 63e minute de jeu, là-bas, sur l'aile droite, les Bastiais tentent plusieurs départs. Contrariés souvent par des remises en touche, ils vont essayer à nouveau, même si chaque fois un pied italien repousse ce ballon. Papy, Félix, Rep surgit, c'est le but, celui que tout le monde attendait, en tout cas sur le stade de Furiani et devant les récepteurs. Et la déviation de Félix et le but de Rep. Bastia 2, Torino 1. Ça, c'était déjà la surprise. Mais on n'est pas pour autant rassuré. Devant, Pulici et Graziani mènent toujours leur festival offensif. Et ils auront, en fin de partie, une magnifique occasion de réussir. Un contre favorable pour Pulici. Graziani est démarqué seul sur la droite. Caz intervient de justesse. En réalité, il sauve son équipe. Les 2 hommes d'ailleurs restent à terre sur le choc.
Kaz avait devancé de quelques centimètres Pulici, qui avait trop poussé son ballon et qui perd là l'occasion de réaliser un match nul. Regardez la position de Graziani, absolument tout seul. En ce qui concerne les émotions, ce n'était pas encore terminé. Papy, balle de match au bout du pied, croise trop son tir. Il dira 10 minutes plus tôt je l'aurais mis. Effectivement, la fatigue joue. Nous sommes pratiquement dans les dernières minutes de jeu. Voilà Papy en bout de course, qui ne peut contrôler ce ballon. Et Pulici donnera encore des sueurs froides aux supporters de Bastia dans une ultime tentative pour égaliser. Il rencontrera le gardien corse Veller sur sa route, mais il s'en est fallu de peu. Orlanducci et Veller, dernier rempart dans les dernières secondes d'un match qui donne une 5e victoire consécutive en Coupe d'Europe à Bastia. Maintenant, on se pose la question, vont-ils pouvoir conserver cet avantage à Torino? Là est toute la question. Et puis depuis, en réalité, la nuit même du match, Félix, l'avant-centre corse, a été victime d'un accident. Il est touché à un genou, d'un accident de voiture. Il est fort probable qu'il ne puisse pas jouer. Les Bastia avaient déjà 5 absents, cela fait un 6e. On se demande bien qui vont-ils pouvoir envoyer à Torino pour le match retour. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Outre Magdebourg-Lens et Bastia-Torino, il y avait 6 autres rencontres dans le cadre de ces 8e de finale de la Coupe UEFA. Nous allons faire maintenant un tour d'horizon de toutes ces rencontres, mais il faut signaler une particularité. Mis à part Bastia, tous les clubs qui recevaient sont restés non seulement invaincus à domicile, mais n'ont pas caissé un seul but. Et cela est rare. Alors maintenant, avec Alain Scoubet et Jean Rénal, ces 6 autres rencontres de Coupe de l'UEFA. Dynamo de Tbilissi, URSS, joue en maillot rouge contre les Grasshoppers de Zurich, un club suisse. Tbilissi a terminé 2e du championnat soviétique à 4 points de Kiev. Quant aux Grasshoppers, ils sont premiers du championnat suisse avec 1 point d'avance sur Genève. Tbilissi, privé de son buteur numéro 1, Kipiani, domine sans marquer, se heurtant au verrou suisse qui est bien connu. Et vous allez voir que l'avant-centre remplaçant Kipiani va être à l'origine du premier but. Le voici en action. Il va donner la balle à Romas Tchengelia qui réussit le premier but. Tbilissi 1, Zurich 0. Nous revoyons ce but 1-0. Ce sera très dur pour le club soviétique car les Suisses viennent de réussir à domicile 11 buts. À gauche et en blanc, le PSV Eindhoven, club hollandais dont toute la France se souvient. À droite et en jaune, l'Eintracht Brunswick, club allemand qui attaque ici par Paul Breitner et qui espère renouveler le coup du premier tour de cette Coupe UEFA lorsqu'il a éliminé le terrible Dynamo de Kiev. Cette fois pourtant, cela paraît assez mal parti, à l'image de ce tir au-dessus des buts gardés par Von Beveren.